Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire informatif sur le programme Audace Québec-Luxembourg de l'automne 2021 et qui est organisé en collaboration par le Fonds de recherche du Québec et le Fonds national de la recherche du Luxembourg. Je me présente, Emiliano Scanu, responsable des programmes à la direction des défis des sociétés et des maillages intersectoriels. Je suis avec Madame Denise Perus, directrice de la direction des défis des sociétés et des maillages intersectoriels, avec Madame Madeleine Joseph, coordinatrice toujours à la direction des défis des sociétés et des maillages intersectoriels. Nous avons aussi avec nous Madame Elena Bourg, responsable des relations internationales au Fonds national de la recherche du Luxembourg, et avec Monsieur Azael Roubi, responsable des programmes au Fonds national de la recherche du Luxembourg. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous informer que ce webinaire est enregistré. Donc, il sera aussi disponible sous peu en ligne sur la page web du programme Audace Québec-Luxembourg. J'aimerais vous informer aussi que vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire de deux manières. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet questions et réponses en bas de votre, je crois que vous l'avez en bas de votre écran, donc Q et R. Et vous pouvez aussi poser vos questions en levant votre main, donc en cliquant sur la main levée. Et dans ces cas-là, vous pouvez poser votre question à vive voix. Donc, on vous donnera la parole et vous pourrez poser votre question via votre micro. Donc, avant de commencer, je laisserai la parole à Madame Denise Perus et à Madame Elena Bourg pour quelques mots d'introduction et on commencera tout de suite après le webinaire. Oui, donc bonjour, merci pour votre participation. Très contente de vous parler de notre programme conjoint Audace Québec-Luxembourg. Moi, je suis directrice au défi de société et au maillage intersectoriel depuis 2016. Donc, on a une petite équipe au Fonds de recherche du Québec, donc une petite équipe avec Emiliano Scanu, qui est un petit nouveau. En fait, ça fait depuis 6 mois qu'il occupe un poste qui était déjà occupé par une autre personne. Mais bon, il y a aussi Madeleine, qui est la coordonnatrice des opérations. Et on a aussi Marie-Pierre Cossette, mais elle qui s'occupe plus des programmes à l'entrepreneuriat scientifique. Ceci dit, ma direction, c'est vraiment pour accompagner le scientifique en chef et les 3 fonds de recherche du Québec dans le développement, ce que j'appelle au déploiement et la mise en valeur d'initiatives qui sont ou de programmes de recherche intersectorielle en lien avec les grands défis de société. Je reviendrai sur la question de la notion de recherche intersectorielle, mais ça va faire partie de la description du programme Audace Québec-Luxembourg. Donc, les argents qu'on accorde sont vraiment dédiés dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Et on considère, dans ce cas-ci, je finis mon introduction, que la recherche intersectorielle est un puissant levier, un moteur pour développer des innovations dans toutes ces dimensions. Innovation vraiment prise dans ces dimensions scientifiques, esthétiques, culturelles, organisationnelles, technologiques. Et je finirai en disant que pour le moment, que Audace a été il a été le premier grand coup qui a été mené par ma direction là, pour vraiment stimuler la recherche intersectorielle, mais pour amener des projets à haut risque. Donc, je reviendrai avec notre entente par-dessus. Voilà pour l'intro. Denise, thanks a lot. So I take the word here. So thank you very much for this very kind introduction and also that we are able to join the Audace call for the second time this year. So we are really looking forward for this collaboration between Quebec and Luxembourg. And to all attendees of this webinar, while the presentation is going to be in French, of course, we are happy to answer all questions in English as well. And also, if required, to translate later on anything into English as well, if there are some questions arising. So don't worry if this is now spoken in French. We are very happy also to give a translation later on. And so I think I'm just going to pass over for the presentation. So the slides are in English and French. And again, please, if you have any questions, don't hesitate to call out. I do see a raised hand here already. So maybe we should give the word to Bernd Grimm, who has a question.
I, yes. Mr. Grimm can speak. Vous pouvez parler. Ouais. Herr Grimm, Sie sind noch gemutet. Ja, sehe ich gerade. Oh, Hallo? jetzt. Ja, Ja, gut, jetzt I'm hören very, wir I'm very sorry. I must have hit the key accidentally. So I'm glad that I had the chance to speak up, but please go ahead. Thanks for the webinar. We are keen on to listen to. Thanks a lot. Yeah. Je voulais juste peut-être le désactiver le son. Un instant, non. Parfait. Parfait. Donc, on peut commencer. Peut-être une dernière information. On cherchera de prendre les questions à la fin de la présentation. Donc, we will take your questions at the end of our presentation. Denise, Oui. je vais partager les diapositives et tu vas commencer. Parfait. Voilà. Peut-être aller, oui, bon, c'est bon. Fait que tu peux passer à la prochaine slide. Oui. Ah, donc, je peux commencer. Voici, on commence avec les plans, donc les éléments principaux qu'on abordera pendant cette présentation. Voilà. Parfait. OK, donc je vais commencer par présenter le programme d'entente. Tu peux peut-être aller à l'autre slide qui est en anglais. Comme ça, moi, je suis cette slide-là. OK, c'est bon. Donc, écoutez, le programme Audace Québec-Luxembourg, c'est vraiment le fruit d'une entente qui a été signée en mai 2020 entre nos deux présidents, donc M. Shields du côté du FNR et le scientifique en chef du Québec. Donc, c'était vraiment pour encourager les collaborations scientifiques via le financement de projets collaboratifs. Donc, c'est issu aussi cette entente-là d'une mission conjointe qui avait été réalisée par Mme Mona et le recteur du FNR et le recteur de l'Université du Luxembourg, M. Palage, qui est un ancien doyen qui était à l'UQAM. Et donc, déjà là, il avait développé certaines accointances ou certaines collaborations entre le Québec et le Luxembourg. Et il y avait aussi 3 centres de recherche du Luxembourg. Donc, on avait, dans ce cadre-là, de cette mission, il avait rencontré les fonds, puis il avait été un peu piqué, ou leur curiosité avait été piquée par le programme Audace, avec les premiers résultats qu'on avait accordés dans le cadre du programme intersectoriel vraiment du Québec. Donc, il y a eu suite à ça, il y a l'entente. Donc, il y a eu un premier concours à l'automne. Et dans le cadre de cette entente-là, il y avait 3 concours de prévus. Donc, on a eu un premier déjà de fait. Là, on est rendu à la 2e édition. Et je dirais que dans le cadre de cette entente-là, il y a 3 programmes, il y a 5 projets par année. Donc, c'est sûr. Bon, voilà. Donc, c'est un peu là. Donc, vraiment, cette Audace Québec-Luxembourg découle d'une vision qui est partagée entre les FRQ et le FNR, sur laquelle une démarche qui mobilise la communauté scientifique de tous les secteurs de recherche. Là, on parle des secteurs couverts par les fonds de recherche, donc tout ce qui concerne les sciences naturelles et génie, les sciences de la santé, les sciences humaines et sociales, qui permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives ou des approches de recherche et regarder et jeter ce que j'appelle un regard neuf sur des phénomènes complexes. Prochaine slide. Donc, c'est un programme, peut-être y aller avec le diapo en anglais. Donc, c'est un programme qui est développé et géré par ma direction, la direction des défis de société et des moyens intersectoriels des fonds de recherche du Québec. Et comme je le mentionnais auparavant, c'est vraiment soutenir des recherches intersectorielles audacieuses et en rupture avec les approches traditionnelles. Donc, on peut pousser les chercheurs, les chercheuses du Québec et du Luxembourg, aller au-delà de leurs acquis qui balisent leur culture scientifique. Donc, on veut qu'ils explorent de nouveaux territoires de connaissances, donc créer des collaborations inusitées, mais qui sont dans différents domaines de recherche, mais qui sont porteuses, qui ont un fort potentiel, ce que j'appelle de transformation et porteuses de retombées. Que ce soit, comme je le disais, évidemment scientifique, mais aussi social, technologique, culturel, esthétique.
c'est beau tout ça, on dit, mais c'est sûr que quand on parle de briser les silos, les territoires ou de nouveaux domaines, je pense que la meilleure façon, c'est de voir ce qui a été financé jusqu'à ce jour dans nos programmes Audace. Puis on a toutes sortes d'exemples qui sont intéressants. Donc, moi, je vous invite à aller voir ce qui s'est financé ou ce qui a été financé dans le cadre des programmes Audace, notre Audace, mais aussi le projet qui a été financé dans le cadre de la collaboration Québec, le projet qui a été financé l'année passée. Donc, souvent par l'exemple, ça donne un peu une idée de nos attentes. Bon, voilà. Donc, peut-être la prochaine slide. Donc, comme je disais, donc les grands objectifs, c'est vraiment encourager les rapprochements entre les communautés scientifiques québécoises et Luxembourg autour de propositions audacieuses. Évidemment, tout ce travail de collaboration, hein, ça se fait. Déjà, il y a eu une première édition. Puis, ce genre d'accointance qu'il faut développer entre les chercheurs, ben, je pense que c'est important là, de saisir de l'opportunité avec ces projets à haut risque. Mais c'est sûr que ces maillages-là, ça se tisse, ça se fait. Puis je pense que déjà, avec une première édition, puis le travail qu'a fait Azaël et Elena de son côté, et nous, déjà, on commence à voir, il y a déjà, on pense qu'on a suscité la curiosité, les attentes, puis on s'attend à ce que, puisque vous avez déjà une bonne participation, à ce que vous veniez en grand nombre. Donc, dans le fond, l'idée, c'était vraiment, avec ce programme-là, de rendre possible le financement de projets qu'on considère comme à haut risque, en raison de l'audace, donc la façon dont le programme est désigné, mais qui aussi donne la place à des collaborations inusitées entre secteurs qui ne trouveraient pas leur place dans les programmations régulières de financement des fonds, que ce soit les fonds de recherche du Québec ou encore du côté du FNR. Voilà. Donc, bon, maintenant, la question de l'intersectorialité, c'est sûr que l'intersectorialité, on l'exige du côté du Québec. Donc, on veut s'assurer que, puis là, Emiliano va faire plus de détails, vous allez voir dans les critères d'admissibilité. Donc, l'équipe de recherche du Québec doit inclure au moins 2 chercheurs ou chercheuses issus des secteurs, des FRQ, des secteurs différents. Donc, on veut s'assurer que, donc, les secteurs de recherche couverts par les fonds de recherche du Québec sont des grands secteurs qui sont la santé, les sciences naturelles et génie, et ce que j'appelle sciences humaines et sociales arts et lettres qui sont couverts par le Fonds Société et Culture. Donc, et avec, évidemment, lorsque l'intersectorialité avec les chercheurs de Luxembourg, avec ce que j'appelle, moi, une collaboration ou avec un secteur complémentaire. Donc, on veut s'assurer qu'il y a des secteurs soit en santé, des gens en santé avec des sciences naturelles et génie, au moins 2 secteurs couverts ou encore les arts et lettres, les sciences humaines et sociales. Donc, quand on parle d'intersectorialité des secteurs de recherche, et c'est sûr qu'on pourrait se poser la question sur l'intersectorialité entre les milieux, hein, le secteur d'activité. C'est sûr que c'est une autre forme d'intersectorialité, mais celle-là, et je dirais que c'est pas celle-là qu'on va rechercher, même si ça peut être important d'avoir différents milieux, que ce soit le milieu industriel ou gouvernemental. Et donc, là, l'intersectorialité, puis ça, je sais qu'Emiliano va y revenir. Donc, pour nous, c'est évident qu'il faut avoir la réunion de 2 secteurs. C'est comme évident, tu sais, dans l'admissibilité. Mais c'est plus que ça, parce qu'une fois que c'est sûr que c'est une condition minimale. Mais pour nous, l'intersectorialité, on parle d'une approche conjointe, co-construite, intégrée. Donc, on veut que les disciplines de secteurs différents soient engagées dès le départ. Donc, pas amener un secteur en fin de parcours ou même dans la façon de penser la recherche, le déploiement de la recherche. Donc, c'est sûr que ce que ça veut dire, peut-être la prochaine slide en anglais. Donc, il faut arriver à intégrer la diversité et la complexité des approches. On ne veut pas, comme je vous ai mentionné, ne pas instrumentaliser une discipline dans l'approche de recherche, puis que chaque savoir, chaque discipline s'enrichisse mutuellement de façon à présenter une approche, une façon de voir où tous les secteurs trouvent leur compte, sans être instrumentalisés, comme je disais. Voilà. Donc, ça, c'est un peu en gros, là. J'ai été un peu rapido, puis peut-être c'est encore très théorique ou très
c'est conceptuel, mais ceci dit, je pense que vous avez quand même eu l'occasion de regarder un peu le type de nos attentes, tout ça. Et je finirais l'autre slide, que dans le fond, le financement est intéressant. Donc, on donne un maximum du côté du Québec de 100 000 plus les frais indirects de recherche de 27%. Et pour le projet, dans le fond, on donne l'octroi sur la première année, mais avec la possibilité d'utiliser la subvention sur 24 mois. Tous les postes budgétaires qui sont affichés dans ce qu'on appelle nos règles générales communes sont admissibles. Donc, du côté du Luxembourg, ben, c'est la même chose. Il y a un maximum de 100 000 par projet, plus un 25% de frais indirects de recherche. Voilà. Donc, ça, c'est les... Et donc, comme je le mentionnais au départ, notre cible, c'est 5 projets, au moins 5 projets, mais c'est sûr qu'on va financer ce qui est vraiment finançable, ce qui répond aux attentes, aux objectifs du programme. Voilà, en gros. Donc, évidemment, je finirai, puis là, je vais laisser la place à Emiliano, là, parce que c'est sûr que ce qui est important dans ce programme-là, dans cette entente-là, c'est que je pense que c'est l'idée de projets qui sont portés par des équipes qui comprennent une composante québécoise comptant au moins 2 secteurs et au moins un chercheur du Luxembourg avec une expertise complémentaire. L'autre élément, c'est la présentation de la demande qui se fait dans un cadre très léger, avec CV abrégé, avec une description du projet qui est courte, mais vous savez que ça doit être concentré, tout ça. Et donc, il n'y a pas de la façon de présenter la demande, c'est un peu inhabituel par rapport aux autres programmes de financement. C'est aussi que le processus d'évaluation est pensé sur le mode de la souplesse, de l'adaptabilité. Puis, on fait une place importante à l'entrevue si les gens passent à la deuxième étape de l'évaluation. Puis, je veux dire, c'est l'espèce de collaboration qu'on fait avec nos amis du Luxembourg, donc dans la façon quand ça se déploie, le processus d'évaluation et la façon aussi de monter nos comités intersectoriels. Voilà, je m'arrête et j'espère que vous allez avoir des questions, puis que vous allez appliquer en grand nombre. Voilà. Parfait, merci beaucoup Denise. Donc je vais continuer avec des détails, quelques détails de plus sur les programmes. Donc voici à quoi devrait rassembler l'équipe de recherche. Donc nous avons un chercheur principal du Québec, plus des statuts 1, 2 ou 3 selon les règles générales communes des fonds de recherche, plus un co-chercheur des statuts 1, 2 ou 3 toujours. Et les chercheurs principaux et les co-chercheurs doivent être issus des secteurs FRQ différents. Donc, il se peut que les chercheurs principaux soient des santé et les co-chercheurs soient des sociétés de culture, par exemple. À ces deux chercheurs-là, donc à ces chercheurs principaux et aux co-chercheurs, on ajoute aussi de manière obligatoire un chercheur principal international. Et pour les exigences d'admissibilité, vous pouvez consulter le site web du FNR. Ensuite, les membres facultatifs, on a des co-chercheurs en nombre illimité pour le Québec et cela est aussi le cas pour le Luxembourg. Donc, vous pouvez ajouter des co-chercheurs en nombre illimité. Donc, pour résumer, les membres obligatoires sont un chercheur principal du Québec, un co-chercheur du Québec d'un secteur différent de celui du chercheur principal, plus un chercheur principal international qui est le chercheur du Luxembourg. Donc, les critères d'évaluation très importants, donc, ce sont les critères sur lesquels le comité va évaluer les projets. Donc, on a 3 grands critères qui sont tout d'abord les niveaux d'intégration intersectorielle, donc c'est dont parlait justement Denise. Donc, on voudrait retrouver vraiment une co-construction dans le sens que toutes les disciplines contribuent au projet, pas juste par exemple au niveau de la méthodologie ou juste au niveau d'une approche théorique, mais vraiment dans l'approche, dans la méthodologie, dans les déploiements du projet. Donc, la composition de l'équipe aussi est importante, donc une équipe intersectorielle.
On s'attend aussi au développement d'une méthodologie innovante qui intègre des approches de chaque secteur. Ensuite, nous avons les grands critères du potentiel de rupture innovante. Donc, on parle ici des dépassements significatifs des fondements, savoirs et pratiques qui régissent un champ de recherche. Et bien sûr, la capacité du projet de sortir de la zone du connu et de rompre avec les cadres et les standards dont il hérite, donc de briser un peu, de sortir un peu du paradigme dans lequel une discipline s'inscrit habituellement. Et finalement, le troisième grand critère, c'est la portée des retombées anticipées, donc retombées entendues comme livrables, qui doivent bénéficier à la société québécoise, mais aussi à la société luxembourgeoise, bien sûr. Et ces livrables, ces retombées peuvent être scientifiques, sociales, économiques, technologiques, culturelles, esthétiques, etc., etc. Donc, le processus d'évaluation se divise en deux grandes phases. La première phase est la phase de la lettre d'intention, donc vraiment la première étape. Donc, vous allez soumettre une lettre d'intention qui va être évaluée par un comité de pertinence. Ensuite, ce comité de pertinence fera une sélection et les lettres d'intention qui seront sélectionnées seront, les équipes qui ont soumis ces lettres-là seront invitées à présenter une demande. Donc, elles seront invitées vont présenter des demandes sur invitation. Ensuite, ces demandes seront évaluées par un comité international qui fera aussi une autre sélection et va inviter les équipes à des entrevues. Hein. Donc, comme disait aussi Denise, l'étape de l'entrevue est très importante parce que les comités évaluera non seulement la qualité du dossier, papier, disons, mais aussi la qualité de l'entrevue, de comment l'équipe défend et promeut son projet. Et finalement, à la suite de cette entrevue-là, il va y avoir une évaluation en plénière du comité dans les consensus. Et le comité, à la fin, formulera des recommandations de financement. Comme Denise avait dit aussi, nous avons disponible des 5 octrois, mais ça ne veut pas dire que si nous recevons seulement 5 demandes, les 5 demandes vont avoir l'octroi. Non, ce sont les meilleures demandes, vraiment les demandes qui atteignent une certaine cote. Hein. Donc, c'est vraiment on finance l'excellence, voilà. Donc, calendrier du concours, date importante à retenir, donc le 8 septembre, date limite pour transmettre la lettre d'intention. Et très important aussi, autant pour la lettre d'intention que pour la demande, ce n'est pas l'équipe ou le chercheur principal qui transmet directement la lettre d'intention ou la demande aux FRQ, mais c'est son établissement gestionnaire, son institution pour laquelle il travaille, dans laquelle il va déployer son projet. Donc, souvent, donc le chercheur principal va valider et soumettre sa demande, mais ensuite, son établissement gestionnaire va va finaliser la demande, va la soumettre aux FRQ. Donc, ensuite, le 28 octobre, vous serez invité pour les projets sélectionnés à soumettre une demande en bonne et due forme. Ensuite, le 1er décembre 2021, c'est la date limite de la soumission des demandes, toujours par l'établissement gestionnaire. Et je vous rappelle aussi que c'est à 16h heure du Québec, donc pas 16h01 ou 16h30, c'est vraiment 16h. À début de février, on va annoncer les convocations en entrevue pour les équipes sélectionnées. En mars 2022, il va y avoir les entrevues des équipes sélectionnées avec les comités internationaux dans lesquels les équipes vont présenter leurs projets. Le comité va poser des questions, il va y avoir des échanges. Et finalement, à la fin avril 2022, il y aura l'annonce des résultats. Donc, voici les documents à fournir. Donc, à l'étape de lettre d'intention, c'est le CV abrégé de 2 à 3 membres de l'équipe. Donc, ce sont obligatoires ces CV-là. La description du projet des maximum 3 pages est obligatoire. Naturellement, ces 3 pages-là comprennent aussi les références. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre des justifications budgétaires, etc., etc. Mais pour l'admissibilité d'une personne répondant au statut 1 ou 2 en recherche,
est retraité ou professeur sous octroi, vous allez devoir joindre une lettre de l'établissement qui dit, par exemple, qu'un professeur retraité travaille toujours dans son département et que le département, par exemple, un département donné va l'appuyer dans sa recherche. Pour un professeur sous octroi, son département ou son centre de recherche doit montrer que ce professeur sous octroi va être en poste pour la durée du projet. À l'étape de la demande, on demande un CV abrégé pour tous les membres de l'équipe. Bien sûr, la description du projet, toujours, qui peut être peaufinée à ce moment-là en fonction des remarques du comité de sélection, du comité de pertinence. À ce moment-là, on vous demande aussi des justifications budgétaires et bien sûr, un document numérique vidéo de maximum 3 minutes et maximum 2 mégaoctets. Toujours la lettre de l'établissement et aussi on vous demande c'est facultatif, des justifications éthiques. Donc, pour justifier, par exemple, les recours à des personnes ou des animaux dans vos projets. On parle ici des justifications éthiques. Donc, il ne s'agit pas d'un certificat d'éthique qui celui-là est obligatoire pour obtenir, si vous serez sélectionné, si vous obtenez l'octroi, vous allez fournir un certificat d'éthique à votre établissement gestionnaire pour que ceci débloque les financements. Donc, important, la transmission de la lettre d'intention et de la demande. Donc, comme je viens de dire, donc il y a la transmission du formulaire par le candidat principal à son établissement et ensuite il y a la transmission de ces formulaires-là par cet établissement du candidat principal au FRQSC, donc Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Pourquoi? Parce que le concours est hébergé par la plateforme FRQNet du FRQSC. Donc, même si vous, par exemple, vous êtes habitué à demander des subventions au FRQNT, donc Nature et Technologie, pour ces projets-là, pour ces programmes-là, vous devez ouvrir une session FRQNet avec FRQSC. Donc, très important aussi, les co-directeurs, les co-directrices, les candidats, les co-chercheurs, et co-chercheuses identifiées dans les formulaires ne doivent pas oublier de donner leur consentement. Et donc, le chercheur principal va remplir les formulaires et mettre la liste de ses co-chercheurs, par exemple. Mais les co-chercheurs ne doivent pas oublier vraiment de donner leur consentement. Sinon, ils n'apparaîtront pas dans la demande. Et aussi, très important aussi à savoir que parfois, la date de transmission du formulaire de la part du chercheur principal à son établissement peut être différente de celle fixée par le Fonds de recherche du Québec, qui est le 8 septembre pour la lettre d'intention et le 1er décembre pour la demande. Donc, il se peut que l'établissement gestionnaire fixe une date plus proche, disons, mettons le 4 septembre pour la lettre d'intention, parce qu'ensuite va regrouper toutes ces demandes-là et va avoir le temps de les contrôler et de les envoyer au FRQSC. Donc, très important de communiquer avec votre établissement gestionnaire et de voir quelle est la date limite pour votre établissement gestionnaire et surtout pour rappeler à votre établissement gestionnaire de soumettre votre demande avant la date limite. Donc, je termine avec cela et on va vous écouter pour ce qui concerne vos questions. Donc, Merci, Emiliano. Il y a une question que j'ai vue apparaître dans le chat. S'il y avait une demande qui combinait droit et psychologie, donc ça couvre vraiment un seul secteur de recherche, c'est le secteur société-culture. Donc, ça ne serait pas admissible. Ici, il demande la vidéo de maximum 3 minutes et de maximum 2 mégaoctets. Et il dit c'est une photo et de 2 mégaoctets. Ouais. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Je pense qu'il n'y a jamais eu de... C'est une bonne question, c'est une question pertinente, mais il me semble que...
Il me semble que ça peut être soumis, Emiliano, par rapport à ça. Il faudrait voir aussi avec parce que ça va être soumis dans le cloud. Donc, il faudra voir effectivement 2 mégaoctets. Je sais que, par exemple, Madeleine pourrait vous confirmer. Il me semble qu'au niveau de la transmission, là, il y a peut-être possibilité là, au niveau de, du, de la, voyons, du nombre d'octets prévus. Donc, mais je comprends la question. Je pense que 2 MO, là, je suis un peu étonné moi aussi. C'est peut-être pas assez. Ouais, surtout aujourd'hui, au jour Surtout, d'aujourd'hui, qu'on a de plus en plus c'est ça. des vidéos C'est ça. Et bien ça peut être une définies, vidéo, ça, ou un PowerPoint animé. animées. Donc, C'est ça. le chercheur principal qui présente ça, par exemple, son projet avec PowerPoint et qui s'enregistre. Madeleine, peut-être par rapport au nombre d'octets, là. Oui, c'est ça. Je pense qu'on avait mis 2 MO pour essayer de limiter ceux-là qui étaient, mettons, trop lourds, là, pour s'assurer, parce que on a des évaluateurs par la suite qui vont devoir les regarder, puis quand c'est trop lourd, ils ont vraiment de la misère. Fait que si c'est possible de respecter le 2 MO, là, ce serait plus facile pour tout le monde de pouvoir regarder leurs vidéos par la suite. Azaël, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, merci. C'est juste pour dire de ma vision d'observateur aussi, parce que j'ai eu le plaisir d'assister dans le passé pour dire un peu ce que Denise a été dit. Donc, on partage cette vision d'excellence et on souhaiterait vraiment que vous sortiez quelque part de votre zone de confort avec l'équipe que vous allez choisir pour ensemble monter un dossier. Sur 3 pages, vous allez être jugé pour savoir si vous êtes accepté à soumettre une full proposal. Donc, c'est vraiment en 3 pages qu'il faut convaincre que vous dépassez votre zone de confort scientifique et que vous avez une idée innovante. Regardez les critères qui étaient présentés par Emiliano. La rupture innovante est le critère quasiment principal qui va permettre de pondérer la demande. Et regardez comment les deux, après, sont interliés. Dans l'intersectionnalité, nous appellerons ça plutôt pluridisciplinarité chez nous au Luxembourg, pour regarder comment 2 domaines scientifiques arrivent à collaborer ensemble et à faire quelque chose qui ne s'est encore jamais fait. Donc, vraiment aller au-delà des zones de confort, sortez out of the box pour vraiment tenter quelque chose qui ne s'est pas fait et qui a un risque. C'est pour ça que c'est un financement d'1 an. Et c'est pour ça que le FNR a accepté de prendre le risque et on s'est engagé sur 3 ans. Et on espère en financer le plus possible. Donc, ne vous retenez pas sur les chiffres, soumettez le plus. L'année dernière, on a eu une dizaine de demandes soumises et seulement très peu ont été invités dans le second step du full propose. Donc, c'est vraiment en 3 pages, essayer de convaincre un panéliste externe, comme tout panel que nous faisons au FNR, que l'excellence est là et que la pluridisciplinarité est donnée et que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. C'est vraiment ça que je voulais insister de notre côté. Voilà, merci Emiliano. Je vous laisse reprendre les questions. Oui, mais c'est aussi peut-être pour compléter Azaël, effectivement, dans le fond, c'est l'idée de sortir de la boîte, c'est vraiment important, donc d'arriver avec des propositions, là. Et c'est pour ça que quand on parle, c'est sûr que c'est de l'interdisciplinarité, c'est de la pluridisciplinarité, mais j'aime bien la notion d'inter, où il faut vraiment que les gens travaillent de concert. Mais c'est sûr que plus tes maillages sont inusité, ben, ça peut être intéressant parce que des fois, il y a de l'intersectorialité que j'appelle, l'interdisciplinarité qui est comme là ou qui est présente. Il y a certains domaines où c'est interdisciplinaire ou intersectoriel en soi. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait encore plus loin dans leurs approches, puis dire comment travailler ensemble, même si ça fait longtemps, qu'ils vont au-delà ou qu'ils proposent d'autres choses. Donc, puis effectivement, la notion de le potentiel de rupture est peut-être ce qui fait toute la différence. Parce que tu peux être intersectés, mais le potentiel est vraiment le critère majeur. Mais c'est sûr qu'on s'entend de l'interdisciplinarité très poussée. C'est-à-dire qu'il faut que chaque approche, tu sais, des rencontres, je l'appelle les collisions, fait en sorte que c'est porteur de développer de nouvelles approches. Des fois, c'est l'approche, si c'est une nouvelle application, une nouvelle technologie, mais en quoi, je veux dire, ça vient, c'est nouveau, ou ça vient amener quelque chose de vraiment novateur. Donc, voilà. Azaël, je vois ta main levée. C'est parfait, j'essaie de la baisser. OK. Donc, oui, Madeleine? Bon, OK. Je regarde un peu les vidéos qu'on a reçues l'année dernière, là, puis je pourrais dire que ça allait pas mal dans les 300 MO, pas 2 MO. C'est ça. Ça fait que le plus haut était 300, puis je veux dire, dans le plus bas, ça allait en bas de 100. Mais
mettons, j'ai pas deux mots. Hmm. C'est peut-être plus des KO qu'on voulait dire. Hmm. Je sais pas si c'est moins. OK. Je ne sais pas En tout cas, à ce moment-là, Madeleine, si on ne peut pas changer tu sais, dans le formulaire ou dans la forme, tu sais, pour pas que les gens bug ou en on tout pourra le cas, corriger dans les on peut le règles. corriger, Mm, mm, mm. effectivement. L'autre élément, peut-être par rapport à la demande, les 3 pages qui sont vraiment déterminantes, il faut faire attention, puis là, c'est écrit dans les règles, de vraiment utiliser un langage, parce que pas hyper spécialisé, parce que là, vous avez des comités intersectoriels ou interdisciplinaires, tout ça, et donc, puis c'est sûr qu'on s'assure que les comités ont une approche ou une vision, là, ne sont pas repliés sur leur propre discipline, mais il faut quand même faire attention, je dirais pas faire preuve de la façon de présenter pour ces 3 pages-là, de très, je dirais pas de la vulgarisation, mais il faut arriver à ce que ça soit compris. Et donc, pour répondre à d'autres questions, donc la rédaction de la vidéo privilégiée en français et en anglais, donc on accepte à la fois en anglais et en français pour la vidéo. Aussi, les concours est-il ouvert au personnel des CTT ou CTT ou CCTT? Peut-être nous préciser. CTT, c'est... Et CCTT, c'est... Non, CTT. CTT, hein? juste un C, mais pour elle, c'est CCTT. C'est CDD. Centre de transfert de technologie, c'est ça? Ah, peut-être, Centre oui. collégial de transfert. Centre collégial de transfert de technologie. Mais Mais je il vois- manque un C. Il manque un C dans la... OK. Peut-être que vois- monsieur ouais. Poussard va nous préciser cela. Et ensuite, monsieur Grimm, oui, nous demande si ces diapositives vont être partagées. Oui, on va les mettre en ligne sur le site web du programme. Les projets de l'année passée sont-ils accessibles quelque part? Bon, donc, nous avons, pour l'instant, nous avons juste les titres des gagnants. On a aussi Ouais. les résumés de ceux de la dernière année. On a les résumés oui, Oui. sur notre site web de ceux qui ont été financés la dernière année. Parfait, Il y a sont un déjà seul en ligne. projet qui figure qui a été financé. Donc, les autres, on ne présente pas les projets qui ont été soumis. Pour les trouver, vous pouvez aller sur le site du FRQ et chercher avec la loupe, chercher Audace, projet financé, et vous allez au résumé, Audace résumé, vous allez faire une recherche par mots-clés et vous allez les Audace Québec-Luxembourg, bien sûr, et vous allez pouvoir les regarder. Est-ce qu'il y a des instructions concernant le format ou le style de la vidéo? Oui. Un format Oui, MP4? il y a des indications sont données sur le format, il me semble, pour le formulaire, mais aussi des instructions sur la rédaction de la demande. C'est dans la lettre d'intention, dans le formulaire d'intention. Dans les formulaires en ligne, vous trouverez les instructions pour l'extension de la vidéo, probablement MP4 ou Windows Media Video. Excellent. Ensuite, bon, M. Poussard nous parle que les CCTT, oui, bien sûr, les personnels avec maîtrise ou doctorat sont admissibles, bien sûr, bien sûr. Ensuite, M. Flaude, est-ce que la commercialisation, valorisation est un facteur important à l'étape de pré-soumission? Donc, la valorisation, commercialisation de l'innovation, disons? Pas nécessairement. Non. OK. Parfait. Il me semble que j'ai passé à travers toutes les questions. Donc, la dernière était celle de M. Poussard sur le CCTT. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Pas de main levée. Oui, Azaël.
Peut-être juste en complément pour répondre, il y a un des critères sur la commercialisation qui rentre sur les outcomes. Qu'est-ce que vous avez prévu? Et c'est pondéré à 20%. Donc, ayez toujours en tête, lorsque vous allez faire votre projet sur les 3 pages, de montrer aussi qu'est-ce que vous pouvez valoriser. Et ces commercialisations fait partie de ce chapitre-là où vous pouvez montrer cette valorisation potentielle future. Mais c'est vraiment… La rupture innovante, c'est vraiment le critère principal de ma lecture que j'ai vu aussi en panel. C'est vraiment cet aspect-là qu'il faudrait essayer de faire votre focus et essayer vraiment de sortir tant les experts, les panélistes de leur zone de confort que vous-même dans vos collaborations, parce qu'on veut vraiment une collaboration transatlantique dans des domaines où intuitivement, on n'aurait pas pensé qu'il y ait des collaborations faisables. Et donc, les sciences humaines avec l'informatique, c'est peut-être quelque chose qui existe, mais les sciences humaines qui s'ajoutent à d'autres aspects en biomédical, en biomédecine, pour regarder, je prends vraiment des exemples qui sont de projets retenus, ou ajouter le théâtre dans d'autres aspects, les sciences humaines dans leur humanitaire quelque part. Donc, c'est ces aspects-là qui ont été retenus et qui ont séduit le panel. Et chaque année, le panel est recomposé par donc, le Québec, mais ça permet vraiment de sortir tant les experts que vous, PI, de votre zone de confort. C'est ça que je voulais Puis je dirais par rapport à ça, Azaël, que moi, je vous invite à regarder les résumés des projets qui ont été financés parce qu'il y a quand même une 60aine dans le cadre du programme Audace. Donc, ça donne un peu une idée là, des genres de liens. On a des projets, par exemple, je sais que non, c'est l'exploration de la douleur par les jeux vidéo. Un autre, c'est la production de la valorisation des produits, des biomatériaux avec une approche en art public. Tu sais, il y a des trucs où un autre, c'est une approche pour les chirurgies délabrantes, puis comment on a eu une approche socio-esthétique pour ceux qui ont eu des chirurgies délabrantes suite à un cancer du visage. Donc, je pense qu'il y a une panoplie de projets qui donnent un peu une idée de genre d'attente qu'on a par rapport au programme Audace. Mais Audace Québec-Luxembourg, dans le fond, l'idée ici, c'est qu'on fait maintenant les collaborations se font avec le Luxembourg. Donc, on ouvre. Donc, ça donne une bonne idée du type de rupture qu'on attend. Donc, autant par l'approche que par la façon d'arriver avec tomber au niveau environnemental, puis comment on peut combiner des arts ou des sciences humaines avec des approches en santé ou encore du côté des technologies. Oui, je vois qu'il y a de nouvelles questions, donc je vais répondre à une question rapidement et je laisse Azaël que je vois qui a mis a cliqué sur les questions. Donc, les chercheurs internationaux du Luxembourg peut-être dans des 2 secteurs proches retenus par la FRQ. Il n'y a pas de critères pour cela. Si je ne me trompe pas, il faut que les 2 secteurs soient pour les chercheurs du Québec. Mais pour le Luxembourg, c'est le secteur, n'importe quel secteur. C'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait une expertise complémentaire, mais je veux dire, c'est vraiment pas, c'est pas un critère d'admissibilité. On ne veut pas que les chercheurs du Luxembourg donnent une seule, mais je veux dire, c'est déjà qu'avec on couvre l'intersectorialité avec les fonds, les 2 équipes, mais c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait une expertise complémentaire. Et Azaël, donc, je te laisserai répondre aux 2 questions. Exactement. Donc, respectez vraiment ce critère d'éligibilité québécois pour les secteurs et au Luxembourg, toute équipe complémentaire est la bienvenue. Et donc, nous finançons le côté luxembourgeois pour répondre à la question de France en ligne. Nous finançons donc les 100 000 € et le Québec finance donc les 100 000 $ avec les overheads dessus du côté québécois. Mais les 2 sont complémentaires, donc les 2 quelque part sont cumulatifs, mais chacun finance quelque part les chercheurs venant de leur pays. Et ensuite, pour répondre à l'autre question de Cyril, il faut soumettre au Québec, et la deadline a été communiquée, elle est dans les slides par Emiliano, donc le 8 septembre, 16h, heure Québec. Et nous, au Luxembourg, nous avons notre FNR Online System, AIMS, et vous devez soumettre dans les 7 jours suivants la AIMS form, donc c'est vraiment un questionnaire, ainsi que cette lettre d'intention, et les autres documents sont blancs. Il n'y a aucune autre, pas de budget, pas d'autre, parce que c'est du pré-proposal, donc il faut vraiment soumettre au Québec, et dans les 7 jours qui suivent, au Luxembourg, et ça permet après du coup qu'on ait les 2 informations côté québécois et luxembourgeois pour valider l'éligibilité, qui est un des premiers critères avant l'évaluation. Merci. D'autres questions? Peut-on insérer un projet de post-doctorat à l'intérieur du projet? Si c'est complémentaire, s'il y a un élément essentiel, s'il y a une complémentarité, s'il y a
si contribuer à la construction du projet, oui, si c'est un projet aussi homogène quand même, qui se tient debout. Mais le postdoctorat est quand même considéré comme un collaborateur. Donc, Oui. c'est sûr, il ne fait pas partie de l'équipe, mais il est considéré comme un collaborateur. C'est sûr, s'il y a une contribution, évidemment qu'on peut le mettre. Si ça vient contribuer à la réalisation du projet, je veux dire oui, mais il va être considéré, donc ça va être décrit parce que vous allez décrire à la lettre d'intention l'équipe. Donc, l'équipe, ça va être vraiment, si je me rappelle bien, le noyau dur. Donc, les minimum 3 chercheurs, si je comprends bien, pour la lettre d'intention, hein, deux du Québec puis un du Luxembourg. Mais ça n'empêche pas que lors de la soumission de la demande, ils pourront rajouter d'autres membres. Mais déjà, ils peuvent parler de la contribution des autres membres de l'équipe. Oui. Mais... Et une dernière question, spectateur anonyme. What level of TRL is expected with regard to the outcomes? Donc, quel niveau de technology readiness level est attendu? Il n'y a aucun critère à ma connaissance qui concerne cet aspect-là. Oui. Elena? Maybe this is also a translation aspect here. So when we are talking about intersectorial, our set scheme here, this is actually translated into European, English or French, into, sorry, I'm just missing it, into, gosh, I lost the word. I heard it too often. Azai, could you help me? It's not intersectoral. No, it's intersectorality, what you mean? It's interdisciplinaire. It's interdisciplinary. Sorry. Yes, sorry. I totally lost my English here. Listening all in French. No, it's so this should not be misunderstood or misinterpreted, that you will have to have outputs or impact which is going towards the industrial sector or something. So we are not crossing sectors here. We are staying into research, but we are working with different disciplines. So it's interdisciplinary or multidisciplinary. I think this is a question of translation here, because this is very often misunderstood. So other intersectorial grounds at the FNR are targeting industrial partners. And that's not the case here. So all these questions concerning potential impact and TRL levels, this is not what we are aiming for. We are aiming for high-risk projects, but which are thinking out of the box, but within research and within the research community. Maybe this is for clarification. And this project is also assessed by experts from this domain. So it's not TRL industry competent panelists. They're just looking at their own professorship and how they will handle it. To just finish the sentence of Helena. Thanks. Si pour répondre à la question de Cyril, no, my question refers to a platform for meeting other researchers interested in submitting. Donc, ça n'existe pas. This kind of platform does not exist. But we expect that you already collaborate with another researcher in Quebec, and that this complementarity and this experience in the years can make the strong, the good aspect of the collaboration. So no, we don't have this kind of platform. So, donc, pour le dire en français, on n'a pas ces plateformes-là pour que des chercheurs du Luxembourg et du Québec puissent échanger pour commencer à monter un projet. On s'attend plutôt qu'il s'agisse de collaborations d'une certaine date, de longue date, qui se poursuit depuis quelques années, mais par exemple, et qui peuvent donner vie à un projet innovant dans le cadre d'Audace. Et pour répondre encore à Emiliano, on veut forcer des contacts. Et c'est pour ça qu'on a signé une entente sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'on vous présente maintenant cet appel qui a lieu maintenant en septembre, mais soyez sûr qu'il y en aura aussi l'année prochaine. Donc, nouez les contacts, regardez si c'est mature pour soumettre quelque chose le 8 septembre. Sinon, il y aura quelque chose l'année prochaine aux dates similaires, parce qu'on s'est engagé avec Denise et Emiliano à essayer de regarder sur 3 ans minimum comment les collaborations pouvaient avoir lieu. Et créer la collaboration,
c'est quelque part le creuset qui est nécessaire pour faire un bon projet de recherche pour vendre après cette collaboration. Donc, on veut vraiment que vous ayez ces connaissances, que vous ayez une idée de projet et qu'après vous soumettiez. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai que cette idée de plateforme, ça serait quand même intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'après 3 ans, on ne verra pas. C'est sûr qu'il va y avoir des collaborations qui se sont tissées. Mais en même temps, on envisage quand même de peut-être encourager de la mobilité ou d'envoyer des chercheurs du Québec au Luxembourg et vice-versa. Et donc, c'est sûr que développer ces espèces j'appelle moi ces accointances ou ces collaborations, mais ça se tisse, ça se fait, puis progressivement. Mais déjà, je veux dire, si déjà il y a des gens qui appliquent cette année, tu sais, puis là, déjà, la deuxième année, là, les gens ont vu l'année passée que ça avait de l'air. Puis en même temps, là, c'est sûr que la notion, comme disait, d'intersectorialité est difficile à saisir, mais même de notre côté aussi, parce que l'intersectorialité, pour nous, c'est vraiment en recherche, donc c'est vraiment les secteurs de recherche et non pas les secteurs d'activité. Puis je comprends, puis de plus en plus, on encourage, je dirais, l'intersectorialité à ces deux niveaux-là de recherche, mais aussi avec les secteurs d'activité, en travaillant avec des entrepreneurs, des industriels ou des gens, même des chercheurs gouvernementaux, tout ça. Mais ça, c'est un autre aspect. Mais ceci dit, c'est sûr que c'est les collaborations que vous avez déjà tissées ou peut-être qui vont surgir, parce que dans le fond, je veux dire, l'Université du Luxembourg a quand même, comme je disais, son recteur qui vient du Québec a déjà peut-être développé déjà un certain nombre de liens, mais aussi les instituts, les centres de recherche qui sont autour de l'université, donc sur le même campus. Donc, je pense qu'il y a des possibilités, mais bon, voilà. Mais c'est ça. Donc, c'est ce genre de collaboration, ces historiques, ça se fait, ça se construit, mais ça prend un certain temps. Puis on pense qu'avec une entente comme celle-là, ben ça fait des petits. Parce que déjà en France, on l'envisage. Bon, pourquoi pas faire un audace, ce que j'appelle auberge espagnole, où le FNR est là, mais on pourrait être avec l'ANR ou avec d'autres agences subventionnaires. Mais l'idée, c'est la prise de risque. Tu sais. L'important, c'est la prise de risque. Arriver avec des projets qui sortent de la boîte. Puis il y en a des programmes. Puis il n'y en a pas tant que ça à l'échelle internationale. Donc, voilà. Donc, pour répondre à Jamel, la durée moyenne des projets financés, c'est la durée un peu maximale, c'est 1 an, 2 ans. Donc, souvent, c'est 2 ans. Donc, financement pendant 1 an, mais qui peut être utilisé sur 2 ans. OK. Donc, Nano, c'est sur 2 ans. La plupart, c'est sur 2 ans et même plus. Parce qu'il y a eu le contexte quand même de la pandémie. Mais c'est sûr que, puis ils ont toujours une année, en tout cas du côté du Québec, une année supplémentaire. Donc, souvent, ça se déroule à pas tenu des contextes ou dépensés. Donc, l'argent est donné la première année, mais en même temps, avec possibilité que ça dure dans le temps, à cause de toutes sortes puis le contexte n'aide pas. Là, le contexte pandémique n'aide pas pour beaucoup de projets. Mais habituellement, c'est 2 ans. Je laisserai répondre à Asaël à la question qu'il a sélectionnée. Oui, donc Québec avait lancé Audace bien avant nous au Luxembourg. Et nous, Luxembourg, on est monté quelque part sur le train en marche. Et on est quelque part le premier partenaire international qui a pu se permettre de faire un Audace international. Et donc, la vision de Denise d'avoir l'ANR de la France, hein, c'est une vision à moyen terme. Et nous, donc, on s'est vraiment engagé sur 3 ans à participer. Mais Audace existait déjà bien avant. Et nous, on a juste adapté les règles. Et c'est le lead appartient au Québec. Et donc, aussi pour l'évaluation des critères, il faut complètement correspondre aux critères posés par le Québec sur l'intersectionnalité, d'avoir au minimum 2 chercheurs, soit du santé, soit technologie, soit des sciences humaines, pour que ça soit éligible. Et ensuite, l'évaluation se fait selon les 3 critères présentés par Emiliano, dont une pondération, ce qui n'existe pas chez nous au FNR, c'est-à-dire que les 3 critères sont pondérés. Il y en a un qui vaut plus que les autres, c'est 45%, et les autres, c'est 20%. L'outcome, c'est la différence, c'est 35%. Voilà. Pour répondre à la question de M. Gerbert, donc cette interdisciplinarité veut-elle dire que d'avoir les 3 secteurs disciplinaires différents, 2 au Québec et un autre au Luxembourg, serait mieux évalué dans la lettre d'intention que 2? Non. Ben, je dirais que non. Je veux dire, ça nous prend 2 secteurs minimum. Mais je veux dire, ceci dit, non, c'est le secteur couvert par les fonds de recherche, mais puis l'autre, le chercheur du Luxembourg, c'est une expertise complémentaire. Non, ça peut être 2, ça peut être 3 secteurs. C'est vraiment la façon
de présenter le projet, donc c'est en rupture. Puis, il faut absolument que l'approche entre les deux secteurs qu'on appelle différents, qu'il y ait une approche intégrée, qui se construise le projet. Comme je disais, il ne faut pas qu'un secteur soit spontané par rapport à un autre. Mettre la question éthique pour je sais pas, un développement, mais tout un enjeu, tout le développement durable, mettre ça à la fin, ou pas les gens mettre les arts comme ou intégrer les gens en art en disant c'est juste pour peaufiner ou embellir genre un projet, ou je dis un peu là, comme instrumentaliser les arts. Donc, c'est comment deux disciplines différentes qui relèvent de deux secteurs différents arrivent à proposer quelque chose ensemble, co-construit, intégré. C'est un peu ça. Puis qui arrive avec une approche, une façon d'aborder une réalité, un objet de recherche qui sort de la, tu sais, qui est pas seulement rafraîchissant, mais qui amène quelque chose de nouveau. Donc, je trouve que ce qui est vraiment essentiel, ce qui est vraiment bien évalué, c'est qu'il y a au moins deux secteurs couverts et qu'on retrouve bien explicité la contribution de chaque discipline au projet. Donc, c'est vraiment la contribution de chaque discipline qui est importante dans toutes les phases du projet. Donc, pour continuer. Donc, pour la question de M. Poussard pour le financement québécois, c'est donc une enveloppe maximale de 100 000 à répartir entre l'ensemble des participants québécois, que les projets se déroulent sur un ou deux, sur un an ou deux, oui. Oui, il me semble qu'on a passé à travers à toutes les questions pour l'instant. On n'a pas d'autres questions. Donc, on s'approche aussi à 1 heure, donc on est dans les temps. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'arrêterai le webinaire ici. Et naturellement, pour toute question, vous pouvez m'écrire à moi-même, donc Emiliano Scano, au FRQ pour le côté québécois, pour le côté luxembourgeois, Azael, et pour des questions qui concernent les FRQNet, des questions plus techniques, les formulaires, vous pouvez écrire à Madeleine Joseph des FRQ.